Bonjour et bienvenue dans la 3e édition de Politique Première, l'émission qui vous est proposée par les rédactions des Outre-mer Première et de François. Cette semaine, Politique Première a invité la candidate à l'élection présidentielle du Front National, même si dans la Ve République on ne donne pas les partis. Il s'agit de Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais vous dire en quelques instants, en quelques minutes, comment ça se passe ici. On a 26 minutes. Entre nous, pas tout à fait entre nous, parce qu'il y a 3 de nos confrères des rédactions régionales qui vont intervenir pour vous poser des questions. Mais il y a aussi Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Laurence Théatin, qui est journaliste au service politique de la rédaction parisienne, ici, et qui va d'ailleurs commencer elle-même à vous poser la première question. C'est à vous Laurence. Florian Philippot a annoncé qu'il vous manquait une trentaine de signatures. Alors, combien en avez-vous eu des élus d'outre-mer et est-ce que vous en attendez d'autres de ces élus d'outre-mer ? Je n'ai pas calculé précisément, mais je sais qu'il y a effectivement des parrainages qui sont venus de Nouvelle-Calédonie, il y a des parrainages qui sont venus de Polynésie. Et évidemment, je m'en réjouis, pas assez à mon goût, puisque vous voyez, je suis encore en train de les chercher. Si ça pouvait s'arrêter, ce serait bien, parce que c'est très pénible, cette recherche est pénible, elle est coûteuse et elle nous fait dépenser beaucoup d'énergie. Vous pensez en avoir d'autres, des élus d'outre-mer, aux Antilles, Guyane Écoutez, j'espère. Tous les militants du Front National sont sur le terrain. Ils sont extrêmement motivés parce qu'ils ont pris conscience que le système tentait de nous empêcher d'être présents dans cette campagne. Et donc, tous nos élus, y compris dans les territoires d'outre-mer, sont en train de taper à la porte des maires. Alors, Marine Le Pen, réponse le 16 mars. Tout de suite, puisqu'on parle de l'outre-mer, on va rejoindre Jean-Marc Collienne. Jean-Marc Collienne, vous le connaissez peut-être parce que lorsque vous étiez à La Réunion, vous l'avez rencontré sur notre plateau. Aujourd'hui, il a une question à vous poser. Madame Le Pen, nous sommes ici dans la principale rue commerçante de Saint-Denis. Derrière moi, la principale mosquée de la ville, la 2e plus ancienne de France. C'est l'occasion pour nous d'évoquer une question dont vous aviez parlé lors de votre visite à La Réunion, sur notre plateau. L'appel à la prière, l'appel du muezzin, qui ici ne gêne personne, ça n'a jamais posé de problème. Vous, en revanche, nous aviez déclaré que vous étiez opposé à cette pratique. Cela veut-il dire que si vous étiez élue présidente, vous demanderiez son interdiction? Dans ce cas, ne faudrait-il pas interdire également les cloches qui sonnent dans les églises et qui sont également une forme d'appel à la prière? Et puis surtout, n'est-ce pas créer des tensions là où il n'y en a pas, créer des problèmes là où il n'y en a pas, notamment ici à La Réunion, dans une île dont on vante le vivre ensemble harmonieux? Alors, Marine Le Pen, pourquoi s'opposer à l'appel à la prière? Je ne le reconnais pas, c'est notre ami belge, non? Je ne sais pas s'il est belge, mais en tout cas, il est journaliste à La Réunion. Pourquoi? Oui, les Belges, c'est ça. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois, voilà, et je crois que le mieux pour que tout le monde puisse s'y retrouver, c'est que les lois soient appliquées partout, dans tous les territoires. C'est vrai que l'appel du muezzin est incontestablement une violation de la laïcité. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne doit pas y avoir des mosquées, elles existent, elles sont présentes, mais dans l'espace public, eh bien, il faut respecter la loi de 1905. Si vous voulez, je demande l'application de la loi la même pour tout le monde, mais de la même manière pour les territoires d'outre-mer, je demande l'égalité totale entre les Français de métropole et les Français d'outre-mer. Vous savez qu'il y a toute une série de choses, de problématiques, une fracture numérique, des coûts qui ne sont pas les mêmes, des aides sociales qui ne sont pas les mêmes. Non mais, vous voyez, je crois que l'égalité ne se divise pas en quelque sorte, et effectivement, sur ce sujet, je pense qu'il faut intervenir. Justement, pour rester dans le domaine de la laïcité, la mosquée de Saint-Denis, elle existe depuis 1905. On peut parler de tradition, c'est au nom de la tradition que vous ne voulez pas toucher au concordant en Alsace-Moselle. Alors, est-ce que toutes les traditions ne se valent pas? Ah si, mais vous savez, la grande mosquée de Paris a aussi été offerte aux musulmans à raison de l'investissement et du sacrifice. Ça fait 105 ans que les Réunionnais entendent l'appel à la prière. Ça suffit pas comme tradition? Et du sacrifice qui ont été les leurs, le leur lors de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, je crois que très honnêtement, si on pouvait quand même faire en sorte que la laïcité soit appliquée partout, qu'il y ait maintenant des exceptions, si effectivement les populations le souhaitent, en l'occurrence, ça peut être envisageable. Mais je trouve que prendre un exemple précis, si vous voulez, pour essayer d'en tirer une leçon pour l'ensemble, ne m'apparaît pas être de bonne politique. C'est vous qui avez dit à La Réunion que vous souhaitiez qu'il n'y ait plus d'appel à la prière. Moi, je préfère encore une fois que tout le monde soit soumis aux mêmes lois en tout lieu du territoire français. Le concordat en Alsace-Moselle. Non, on n'abolit pas le concordat en Alsace-Moselle parce que, encore une fois, il y a une histoire particulière qui a entraîné ce concordat. À La Réunion, il y a une histoire particulière pour l'Alsace-Moselle, mais pas à La Réunion.
Mais encore une fois, il ne s'agit pas de détruire la mosquée, il ne s'agit pas de supprimer cette mosquée qui est une immense mosquée avec un minaret. Mais je crois qu'encore une fois, l'appel du muezzin doit être supprimé. Mais pourquoi? Parce que demain, bien, au bénéfice de cette dérogation, en quelque sorte, on pourrait considérer qu'elle doit être appliquée. Et on supprime aussi les cloches qui appellent à la prière non, on supprime pas à la Réunion? Non, on ne supprime pas les cloches qui appellent à la prière à la Réunion, comme on les supprime nulle part ailleurs, parce que la France est un pays de tradition chrétienne, de racines Donc finalement, chrétiennes. c'est ce que vous disait Laurence, toutes les traditions ne se valent pas. Oui, il n'y a qu'un malheur, si vous voulez, c'est qu'entre les cloches et l'appel du muezzin, permettez-moi de faire encore une différence. Voilà. Laquelle? Permettez-moi de faire une Laquelle? différence. Parce que... À la Réunion en tout cas. Écoutez, permettez-moi, mais l'appel est quand même un signal religieux. Les cloches, c'est pas un signal religieux. Hein. Ça marque l'heure, en quelque sorte. Alors moi, je veux bien que vous supprimiez à ce motif toutes les églises qui d'ailleurs sonnent pour indiquer l'heure. Mais je vois que si sur 26 minutes... Oui, c'est ça. Moi, je veux bien, mais si sur 26 minutes, on passe 20 minutes sur la situation très particulière de la Réunion, je crains, permettez-moi... On passe quelques minutes Non, mais permettez-moi quand même de vous dire une chose. Je voudrais vous poser une dernière question, Marine Le Pen. Il y a des centaines de milliers de Français d'outre-mer qui attendent des réponses. Et je ne suis pas sûr que leur préoccupation principale, à eux, les réponses qu'ils veulent des responsables politiques, portent exclusivement sur l'appel du muezzin. C'est vous qui avez fait cette déclaration, pas nous, Marine Le Pen. Non, mais d'accord, monsieur, mais ça fait un quart d'heure qu'on vient d'y passer. Ça fait à peine 5 minutes. Les Français d'outre-mer, quid de Oui. la situation économique, de la pauvreté qui augmente, du chômage qui augmente, de la situation d'inégalité entre les Français de métropole et les Français d'outre-mer. Je crois que c'est ça qui les intéresse. Mais j'ai quand même une dernière Ça question n'intéresse très précise. ça n'intéresse que les journalistes, ce dont vous venez de parler. Il ne fallait pas faire cette déclaration à La Réunion. Voilà. Non, mais c'est pas. Je ne renie pas ma déclaration. Je remarque que ça n'intéresse que vous. Dernière petite question sur. On a aussi en Guyane un problème particulier. Il y a un statut particulier du clergé catholique en Guyane. Est-ce qu'il faut revenir dessus aussi? Non. Voilà, il ne faut pas revenir dessus. Ouais. Parce que vous savez que c'est des agents des collectivités territoriales en Guyane. Oui, c'est un peu comme d'ailleurs le Concordat. Voilà. Bon, toutes les traditions ne se valent pas. Alors, on va aller rejoindre maintenant quelqu'un qui est très loin, en Nouvelle-Calédonie. J'ai même oublié le nom du journaliste qui intervient en Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle Madame Nadine Guapana, et qu'elle m'excuse, je lui en fais déjà mes excuses, mais ça doit être l'émotion sûrement. Nadine. Marine Le Pen, vous avez participé il y a quelques jours à une visioconférence organisée notamment par les militants de votre parti sur le territoire. Et vous avez déclaré que vous vous battrez pour que la Calédonie reste dans la France. Remettez-vous donc en cause le futur référendum sur la Nouvelle-Calédonie ? Alors, Marine Le Pen. Je considère que ce référendum, par définition, est illégitime, puisqu'il s'effectue sur la base d'un vote qui exclut une partie de la population de Nouvelle-Calédonie. Vous voulez parler du gel électoral? Exactement. Je suis tout à fait opposé au gel du corps électoral. Je considère que c'est une discrimination qui n'a absolument aucun fondement. Et par conséquent, quand une partie du corps électoral est exclue de l'élection, eh bien, ça rend complètement illégitime. Concrètement, le 6 mai, vous êtes élu. Vous arrêtez le processus référendaire? J'arrête le gel du corps électoral. Et si processus référendaire il doit y avoir, eh bien, l'ensemble des Calédoniens pourront y participer. Donc vous revenez l'ensemble des Calédoniens ou l'ensemble de la France? L'ensemble d'abord des Calédoniens, parce qu'une partie des Calédoniens n'ont pas le droit de voter. Bon, d'accord. Donc vous revenez. Vous faites un référendum local, pas national. Moi, très honnêtement, je pense que ce type de référendum, qui touche quand même à l'existence et aux liens qui existent entre les territoires et la France, doit faire l'objet d'un référendum général. Tout le pays doit être entendu et pas seulement une partie du territoire. Donc, parce qu'il s'agit de l'avenir. L'initiative locale du référendum qui est prévue, et vous faites un référendum national. Parce qu'il s'agit de l'avenir du pays et pas seulement de l'avenir d'un territoire. Donc vous revenez sur les accords de Nouméa? Oui, je crois qu'il faut renégocier les accords de Nouméa, bien sûr. Bon, alors, vous savez quand même qu'il existe un consensus politique local, des anti-indépendantistes aux indépendantistes. Est-ce que vous ne craignez pas de raviver les tensions? Non, pour revivre la grotte d'Ouvéa? Non, je ne le crois pas. Et je pense que ceux qui disent cela effectuent une forme de chantage qui est inadmissible. Je vois bien que par faiblesse,
un certain nombre de responsables politiques ont tendance à oublier de défendre l'essentiel, à savoir le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, et que progressivement on cherche à écarter la Nouvelle-Calédonie de la France. Moi, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir, au contraire, pour ramener la Nouvelle-Calédonie dans la France et pour qu'elle soit un territoire français en toutes circonstances et de plein droit. Donc justement, vous parlez donc d'une France centralisée. Est-ce que cela veut dire que vous revenez sur justement les relatives autonomies des collectivités d'outre-mer? Par exemple, on dit les outre-mer, on dit plus l'outre-mer aujourd'hui. Ça n'est pas parce que je veux que les territoires et les Français d'outre-mer restent profondément attachés à la France que je ne suis pas pour accepter qu'il y ait une part d'autonomie. Il est évident que l'éloignement, la spécificité de ces territoires, il faut en tenir compte, leur spécificité aussi. Alors, la question, c'est est-ce que... Oui, mais si vous avez posé une question et que vous ne allez-y. pas Je y voulais la répondre, préciser. ça va être quand même difficile. Par conséquent, qu'il y ait encore une fois une part d'autonomie dans la gestion, y compris d'ailleurs économique, de ces territoires ne me choque pas outre mesure. Ce qui me choque, c'est qu'on se serve de cela pour préparer les esprits à une indépendance, et en l'occurrence de la Nouvelle-Calédonie. Donc vous gardez les statuts en l'état ou vous... Il faut renégocier tout cela. On renégocie, on voit quelle est la limite. Vous réouvrez la négociation sur les statuts des outre-mer. Quelle est l'utilité. Plus proche de la France ou plus d'autonomie? Encore une fois, le problème de l'autonomie et de l'indépendance sont des problèmes différents. Ce qui est très critiquable, c'est qu'on se sert de l'autonomie pour pousser à l'indépendance. Voilà. Or, il peut y avoir une part d'autonomie sans que l'indépendance soit la conclusion de cette réflexion. Marine Le Pen, tout à l'heure, vous disiez justement qu'il y avait des problèmes très importants qui concernaient les citoyens français et les citoyens d'outre-mer. Justement, dans votre programme, vous revenez au franc. Je me suis posé une question. Vous avez vu les récentes manifestations qui ont démarré à La Réunion. Ça a démarré sur le prix de l'essence. Si vous revenez au franc, tout le monde sait que le pétrole est payé en dollars. On risque de payer l'essence en francs plus cher. Comment faites-vous pour que l'essence reste accessible? Eh bien, Parce qu'on va la payer forcément plus cher. Là. Eh bien, je vais baisser de 20% la taxe sur l'essence, puisque 60% du prix de l'essence est constitué en réalité de taxes qui sont perçues. Vous supprimez 20% qui sont de perçues par recettes de l'État. Dans une période où il y a la dette. Je supprime 20% sur l'essence des recettes de l'État, mais je compense par une surtaxation des grandes compagnies pétrolières et gazières Vous qui savez ont qu'en fait... plus, outre-mer, c'est pas tout à fait les mêmes taxes. Hein. Monsieur, Ça, c'est global, ce que vous Total, dites. par exemple, a fait 12 milliards de bénéfices. Ils peuvent très honnêtement prendre une partie et payer une surtaxation parce que le prix aujourd'hui est devenu insoutenable. La proposition... Vous diminuez une partie des recettes pour l'État ou les collectivités, vous diminuez une partie des bénéfices de Total. Et je demande aux grandes entreprises pétrolières et gazières de prendre en charge la baisse de cette taxe qui pèse sur les consommateurs. Je vous Et signale... vous pensez qu'ils vont accepter? Je vous signale que la Grande-Bretagne a fait cela quelques semaines après que je l'ai proposé pour la France. Ils ont effectivement mis en place cette procédure et ça marche très bien. Vous savez, l'État a quand même un certain nombre de pouvoirs. Je veux bien qu'on nous explique que les multinationales aujourd'hui dirigent le monde, mais ça n'est pas si vrai que cela. Et entre l'État et ces multinationales, il y a des rapports extrêmement proches qui fait que nous avons un pouvoir. Le tout, c'est de l'exercer. Bon, la vie chère, de manière globale, est devenue insupportable. Outre-mer, les manifestations à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe en sont la preuve. On ne voit pas très bien ce que vous proposez en matière justement pour lutter contre la vie chère. Ah si, alors ça, encore une fois, les situations sont différentes les unes des autres, mais par exemple à La Réunion, j'ai proposé la suppression de l'octroi de mer, en tout cas pour les produits qui ne sont pas en concurrence avec des productions locales. Il est évident qu'il faut laisser l'octroi de mer pour protéger l'industrie et les produits locaux si ils sont en concurrence, mais sinon, ça revient à faire peser sur le consommateur une charge qui est effectivement insoutenable. Les salaires sont égaux à peu près avec la métropole, mais les coûts sont à peu près 30% plus chers. Cette situation ne peut effectivement plus durer. Il faut donc prendre des mesures claires pour que... celle-là, notamment. Oui. Deuxièmement... vous supprimez de l'argent vous supprimez de l'argent aux collectivités territoriales, pardon, je vais y arriver. Or, elles ont
des aides sociales qui vont aux gens. Donc est-ce qu'on n'enlève pas d'une main ce qu'on reprend de l'autre? Oui, mais en l'occurrence, je pense que l'État l'État dans son entier peut, dans le cadre de la décentralisation, et c'est le cas pour un peu partout, abonder, si vous voulez, aux nécessités des collectivités territoriales, mais je ne vois vraiment pas pourquoi ce seraient les consommateurs, enfin les habitants, qui en l'occurrence le prendraient en charge. Évidemment, ça fait peser sur eux un poids qui est absolument considérable. Bon. Et puis il y a un autre problème, c'est le problème de la grande distribution. C'est-à-dire des situations de quasi-monopole ou de position dominante sur lequel il va falloir intervenir, pas seulement d'ailleurs en Outre-mer, mais également en métropole, où incontestablement, on le voit, les marges de la grande distribution se sont alourdis, ont créé des bénéfices incroyables dans les dernières années, au détriment des producteurs, au détriment des pêcheurs, au détriment de tous ceux qui sont en réalité sur la grande distribution, sur l'octroi de mer. Dans un lien commercial. Je ne pense pas que c'est suffisant, puisque j'ai proposé également 2 éléments qui m'apparaissent importants. Dans le cadre d'abord du développement du tourisme, c'est la création d'un couloir économique prioritaire pour le tourisme et pour les productions locales. L'idée étant évidemment que les productions locales doivent être avantagées dans la manière dont elles arrivent sur le marché, notamment métropolitain, par rapport à des produits étrangers. Ça, c'est le couloir économique prioritaire que je veux mettre en œuvre. Donc dans un sens outre-mer, métropole. Dans un sens, outre-mer métropole, et vice-versa, d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis en matière de tourisme, j'ai remarqué que, si vous voulez, on a fait beaucoup d'efforts pour développer les structures d'accueil des touristes. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'on n'est pas allé au bout de la logique sur la continuité territoriale. Il y a donc un problème de billets d'avion, dans un sens comme dans l'autre. Pour les métropolitains qui devraient, normalement, en priorité, avoir comme destination des territoires français et qui n'y vont pas ou n'y vont pas assez parce que le prix du billet est trop important. Et puis, de l'autre côté, les familles des Français, exactement, qui ont le plus grand mal à venir en métropole. Or là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a eu des subventions européennes qui ont été versées pour la continuité territoriale et dont des rapports ont démontré qu'en réalité, elles n'avaient pas servi à baisser les billets d'avion. Il faut donc là intervenir de manière peut-être ferme pour recréer ce lien essentiel de la continuité territoriale. Une dernière question sur ce thème, parce que malheureusement, le temps passe vite. Dans votre programme, j'ai lu, je cite, il faut accorder une priorité à la lutte contre le chômage des jeunes. C'est terme à terme la même phrase que François Hollande. Vous allez aussi faire des emplois aidés outre-mer ? Je ne vais pas faire des emplois aidés outre-mer, mais je vais mettre en place la priorité régionale pour tous les territoires d'outre-mer. C'est-à-dire que je pense qu'à compétences égales, à diplôme égal, il faut que nos jeunes qui sont originaires de ces îles puissent y trouver du travail en priorité. Je suis pour la préférence nationale, vous le savez, qui va d'ailleurs bénéficier à tous les Français, y compris d'ailleurs les Français d'outre-mer quand ils sont en métropole. Mais je pense que la spécificité due à l'éloignement de nos territoires d'outre-mer doit obliger à mettre en œuvre une priorité régionale. Priorité régionale par rapport à l'Hexagone. Par rapport aux métropolitains qui peuvent venir sur ces territoires. Exactement. Voilà. Et entre régions ? Parce que par exemple, entre les Réunionnais et les Martiniquais non, parce que ça n'aurait pas de sens en l'occurrence. Non, parce que ça arrive avec Air Austral. Alors, on va aller rejoindre Hakim Ali Saïd, qui est journaliste à Mayotte. Et puis, je fais encore mes excuses à Nadine Gouapana pour tout à l'heure. Donc, Hakim Ali Saïd à Mayotte. Hakim Ali Saïd à Mayotte, une île qui compte 200 000 habitants et dont le tiers de la population est issu de l'immigration. Près de 20 000 reconduites à la frontière ont été réalisées au départ de Mayotte l'année dernière. Quelle solution, Marine Le Pen, pour stopper la pop aspirante quand on connaît la proximité de Mayotte avec le reste des îles de l'archipel des Comores? Quelle solution, quelle politique et comment la financer quand on connaît la situation géopolitique dans cette zone de l'océan Indien et le rôle de la France? C'est bien à propos de Mayotte, vous avez parlé de Lampedusa de l'océan Indien, oui. Il me semble. Mayotte est très intéressante parce qu'effectivement, c'est pas un tiers de la population qui est issue de l'immigration, c'est un tiers de la population qui est clandestine. C'est pas tout à fait la même chose, permettez-moi. Bon, donc près de la moitié sont des clandestins. Donc je crois qu'il faut vraiment maintenant mettre en œuvre une politique dissuasive d'immigration. On va pas monter des murs autour de l'île. Par conséquent, il faut couper ce que j'appelle les pompes aspirantes. Si aujourd'hui de plus en plus de personnes viennent clandestinement à Mayotte, c'est parce qu'ils savent pouvoir y trouver
retrouver un certain nombre de droits. C'est parce qu'ils savent notamment qu'il y a là le droit du sol, c'est-à-dire l'acquisition automatique de la nationalité française lorsque l'on accouche sur le territoire français. Ça, il faut l'arrêter. Il faut arrêter les aides sociales à destination des clandestins. Il faut arrêter l'AME de manière générale, d'ailleurs pas uniquement pour Mayotte, hein, pour tout le territoire d'État. L'aide médicale d'État, mais excusez-moi, imaginons qu'un immigré clandestin ait une fièvre quelconque. On arrête l'AME. Oui, non, mais bien sûr. Le reste de la population risque d'être contaminé, non? Non, mais vous prenez. Non, mais je sais pas, c'est du bon sens, oui, ça. C'est bien sûr, c'est du bon sens, et c'est pour pas ça. du bon sens. Mais c'est du bon sens, et c'est pour ça que C'est s'il y avait évidemment un danger de santé publique. s'il y avait évidemment un danger tel que celui-là, le problème ne se pose pas. Mais le problème de l'AME, ça n'est pas celui-là. Le problème de l'AME, c'est que on prend en charge intégralement les soins et parfois des soins de longue durée de clandestins, alors même que en France, il y a un tiers des faire une différence. Il y a un tiers des Français qui peuvent plus se soigner correctement. Si vous voulez, il y a un moment donné, moi, ma responsabilité, c'est d'abord de soigner correctement mes compatriotes. Voilà. Et tant qu'on n'arrêtera pas, qu'on ne coupera pas l'ensemble des aides sociales et l'ensemble de ce qui attire les clandestins à Mayotte, eh bien on ne réglera pas le problème de Mayotte. Et je vous signale que M. Barouin avait proposé cela il y a encore quelques temps. Il est évidemment revenu parce qu'il n'a pas eu le courage d'aller au bout. Mais moi, je propose ça de toute façon pour toute la France. Parce qu'il n'y a pas que Mayotte qui a un problème d'immigration. Il y a aussi la Guyane. Il y a la Guyane, il y a la Martinique, voilà. il y a la Guadeloupe avec les Haïtiens, il y a la Réunion. Saint-Martin. Alors justement, la la Guyane, c'est c'est plus d'1 millier de kilomètres de frontières avec le Brésil et le Suriname. Mayotte, c'est à 70 km du reste de l'archipel, enfin des autres îles de l'archipel. Sur Saint-Martin, on a sur la même île qui coexiste la partie française et la partie néerlandaise. Comment faites-vous pour arriver à une immigration zéro? Mais je vous dis... il nous reste 4 minutes d'émission. Je vous le dis, Marine Le Pen, que vous ne soyez pas étonnée. Je vous dis, madame, c'est que je pense que la politique dissuasive est un préalable absolument essentiel. Vous savez, quand un Haïtien gagne même pas 1 euro par jour, quand il le gagne, vous pouvez enlever l'aide médicale, vous pouvez enlever les salaires, il sera quand même attiré. Attiré pour faire quoi? Vous savez, qu'est-ce qu'ils font en général, les Haïtiens? Attiré pour y faire travailler. Non, mais pour y faire, eh bien, ceux qui embaucheront des clandestins vont voir leur peine considérablement alourdie. Parce que l'utilisation par un certain nombre de patrons d'une main-d'œuvre qui est véritablement un nouvel esclavagisme est un pur scandale. Donc il faut se donner les moyens, encore une fois, d'arrêter de faire ces territoires une attraction pour l'immigration, mais il faut aussi condamner ceux qui se servent de cette immigration clandestine pour pouvoir faire des profits de plus en plus importants. Enfin, cela dit, vous savez qu'en Haïti, on avait vu les images où ils mangeaient quand même des galettes de terre, donc ce sera de toutes les façons, ce sera quand même difficile d'éviter de les faire venir. Mais madame, c'est la raison pour laquelle mieux vaut, pour fixer les populations dans leur pays d'origine, venir les aider à faire un co-développement et développer leur économie sur place que d'accepter de prendre en charge des clandestins qui, encore une fois, sont utilisés par un certain nombre de patrons comme les nouveaux esclaves. Donc vous allez mettre en place cette politique de coopération, bien sûr, et notamment avec l'Afrique, puisque c'est vrai que l'Afrique... Il y a déjà des accords de coopération avec le Brésil, par exemple. Oui, il y a des accords, ils ne sont pas toujours respectés. Le problème, c'est que les accords de coopération, il faut qu'il y ait une contrepartie. La contrepartie, c'est qu'il faut demander évidemment aux pays à qui on apporte une aide qu'ils maîtrisent aussi, eux, leur immigration. Et ces accords bilatéraux pourraient permettre... D'après certains journaux, il n'y a qu'une guérite à la frontière entre le Brésil et la France du côté de l'Oyapock. Ah oui. Côté français, oui, mais côté brésilien, d'accord. pas. Mais encore une fois, tant que vous laisserez penser à des clandestins qu'ils ont 100 fois plus à gagner en venant chez nous qu'en restant chez eux, ils viendront. Voilà. S'ils n'ont plus rien à gagner, s'ils n'ont plus d'intérêt à venir, ils ne viendront plus. Et le problème, c'est qu'on continue à faire de nos territoires français les territoires les plus attractifs du monde entier, quasiment, compte tenu des aides qui sont apportées aux uns et aux autres. On arrive quasiment au terme de cette émission. Il y a une question en conclusion qui est traditionnelle, que je pose à tout le monde, que j'ai posée à François Hollande, que j'ai posée à Clémentine Autain, que je vous pose à vous. Le 6 mai, vous êtes élue présidente de la République. On dit présidente ou président? Oui, présidente, oui. Présidente. Quelle est la première mesure que vous prenez vis-à-vis des Outre-mer? La première mesure que je prends vis-à-vis des Outre-mer, c'est l'égalité des aides sociales qui sont distribuées. Je trouve inadmissible que les Français en métropole aient le droit à des aides et que ces aides ne soient pas également accordées aux territoires d'outre-mer. Vous parlez de quel Et je lance, permettez-moi, une grande politique que j'ai appelée la politique de l'or bleu,
c'est-à-dire une grande politique stratégique de développement des ressources qui sont une des richesses considérables de la France et qui sont une richesse détenue entre les mains des Français d'outre-mer que nous allons aider à faire fructifier. Demain, la mer, ce sera l'équivalent du pétrole, hein, parce qu'on y trouvera de l'alimentation, on y trouvera de l'eau potable, on y trouvera des prochaines sources d'énergie, on y trouvera des molécules pour des nouveaux médicaments. Et ça va faire la richesse de notre territoire d'outre-mer. Encore faut-il avoir une vision stratégique et investir dans le cadre d'un État stratège dans cette voie qui m'apparaît être une voie essentielle. On a des expériences, hein. Par exemple, il y a l'agence spatiale à Kourou, ça c'est n'a le pas même rêve forcément que Mélenchon. profité à la population. Marine Le Pen, on arrive au terme de cette émission. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Laurence, d'être avec moi. Et puis, nous, on va se retrouver rapidement face à François Bayrou. Au revoir, Laurence. Au revoir, Madame Le Pen. Au revoir. Au revoir à vous. Bonne semaine et à tout bientôt.